Bah du coup, salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui, on vous propose un petit concept un peu spécial. On a décidé d'un peu de changer le format de nos vidéos, tenter un nouveau truc. On va essayer de partir un peu sur un mood un peu podcast, etc. Où juste c'est une discussion entre Vincent et moi sur du coup le sujet du jour qui est... Les ondes lumineuses. Voilà, donc c'est le sujet qu'on a choisi aujourd'hui. On va essayer de vous présenter un peu tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a pu récolter encore une fois sur internet et sur différents livres qui peuvent être très intéressants et essayer de montrer ce qu'on sait, ce qui est hyper cool sur les ondes lumineuses. Donc voilà, donc je te propose de commencer et de me dire pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une onde lumineuse ? Bah pour moi, les ondes lumineuses, ça représente énormément de choses pour nous en tant qu'être humain. C'est un peu la source de toute vie parfois autour de nous. Et voilà, c'est toujours ça le concept. En mode, on a du mal à savoir, à un peu savoir ce que c'est exactement la lumière. C'est un concept qui est vachement flou en vrai. C'est vrai qu'en fait, moi je pense qu'avant la terminale, tu sais pas vraiment ce que c'est que la lumière. Tu sais pas si c'est une onde, si c'est des particules. C'est vraiment bizarre. Et après, je sais que c'est un truc qu'on voit dans les études supérieures, qu'on essaie de mieux appréhender, etc. Mais ça reste toujours tout de même un concept assez flou. On voit pas forcément l'utilité qu'on peut faire en comprenant un peu mieux genre les ondes lumineuses. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est un peu avec ça, en comprenant ce que c'est, comment est-ce qu'on peut s'en servir. Et voilà. Je pense aussi que les ondes lumineuses, on ne se rend pas compte à quel point elles sont présentes partout, et surtout les ondes en fait électromagnétiques. Et à quel point c'est présent dans toutes les technologies de tout type, etc. On va essayer de vous présenter ça aussi et un peu de prendre 2-3 petits exemples pour vous montrer à quel point c'est utile et à quel point on l'utilise tout le temps dans notre vie quotidienne. Yes. Bon, on vous propose de commencer donc avec une petite définition. Oui, vas-y, je vais la faire. Une onde lumineuse, qu'est-ce que c'est ? Alors, une onde lumineuse, c'est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, qu'est-ce que c'est ? C'est une onde donc transportant de l'énergie pouvant se déplacer dans des milieux comme le vide ou l'air. Donc c'est là où on voit la différence avec les ondes qui sont sonores par exemple, qui peuvent pas être transportées dans le vide. Donc dans tous les films comme Star Wars où on entend les explosions, etc. Dans l'espace, c'est pas vraiment possible. Alors que par exemple la lumière, on peut la voir dans l'espace, etc. C'est ça, c'est parce que le son, il a besoin il fait vibrer les molécules d'air. C'est ça, il a besoin d'un milieu matériel. C'est ça la différence entre les ondes sonores et les ondes lumineuses. Donc ouais, ça c'est la principale différence, on aura l'occasion d'en voir plein d'autres. Donc les ondes sont composées donc, de petits paquets d'énergie qu'on appelle des photons. Ce sont des petits paquets d'énergie qui vont se déplacer et onduler à très grande vitesse. Et donc leur vitesse est super connue, on l'utilise tout le temps en science, c'est la fameuse vitesse de la lumière. Donc 3,8 x 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc on verra par la suite que cette vitesse régit le monde qui nous entoure et qu'il est souvent considéré comme étant la limite que nous ne pouvons jamais dépasser. C'est grave fascinant en vrai, genre le fait de se dire que il y a la lumière et la vitesse de la lumière on peut pas la dépasser. Ouais, quoi qu'on fasse, jamais tu pourras transcender cette vitesse et en vrai c'est un peu jamais fou. Une voiture elle dépassera la vitesse de la lumière. Oui, c'est n'importe quoi. Et en plus on aura aussi l'occasion de voir que la vitesse de la lumière, même s'il paraît énorme sur le papier, c'est vraiment quelque chose de tellement petit par rapport à la grandeur de l'univers. Ouais, non, c'est ça, c'est que ça prend énorme. Même si on se dit que la lumière elle arrive de façon instantanée à nos yeux, c'est ce qu'on pense, mais alors que c'est totalement faux. Mais bon, je pense que ça dépend vraiment du référentiel. C'est ça dépend grave du référentiel. Donc voilà, on va passer pour continuer sur qu'est-ce que c'est qu'une onde lumineuse, je te laisse. Alors, c'est les atomes qui composent notre univers possèdent plusieurs niveaux d'excitation, et lorsqu'un atome passe d'un niveau d'excitation à un autre, il change de niveau d'énergie et il libère un ou plusieurs photons. Et c'est ces photons-là, dans ces déplacements de niveau d'énergie, on reçoit ces photons et on considère ça comme des ondes, exactement. Donc ces photons vont se propager dans plein de milieux différents et vont pouvoir être captés par plusieurs capteurs différents, que ce soit des capteurs naturels comme nos yeux ou des capteurs qu'on a fabriqués nous-mêmes et numériques comme des caméras, des antennes, etc. Et on peut dire que toute chose qui existe émet un rayonnement, et même les êtres humains. Voilà, c'est quelque chose de fascinant et qui nous paraît un peu bizarre au début de se dire que même des objets inertes émettent en fait des rayonnements et émettent des ondes, quoi. C'est ça. Donc je pense qu'on va enchaîner sur le type d'onde électromagnétique. Je laisse faire. Il faut savoir que chaque onde électromagnétique est caractérisée par une fréquence et une longueur d'onde. Donc un peu comme on avait vu avec les ondes sonores et les ondes vagues. La fréquence étant le nombre d'oscillations par seconde et la longueur d'onde c'est la distance qui sépare chaque oscillation dans l'espace. Donc voilà, c'est toujours pareil. C'est ça, c'est toujours la même définition. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que on aime bien parler des ondes. C'est qu'il y a quand même une espèce de fil conducteur qui traverse un peu tout cet esprit. C'est pour ça qu'on considère ça comme des ondes. Et on peut donc classer les différentes ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence
ou de manière plus générale, on peut parler de longueur d'onde. Et on obtient alors un spectre qui va de 10 puissance 16 nanomètres, 10 puissance moins 16 nanomètres, à 10 puissance 8 nanomètres. Donc voilà, c'est un peu le spectre global des ondes qu'on connaît actuellement. Et donc dans ce spectre-là, on peut connaître plein de types d'ondes différentes, dont notamment la lumière visible, donc celle qu'on arrive à percevoir avec nos yeux, qui va d'environ 400 nanomètres vers le violet, à 700 nanomètres, donc le rouge. Et pareil, dedans, il y a les ondes infrarouges, les ondes ultraviolettes, mais aussi par exemple les ondes radio et les micro-ondes. Donc tout ça, ça se trouve dans le même spectre d'ondes et sont définis, donc pareil, avec les mêmes lois, les mêmes règles, et sont classés en fonction de leur fréquence ou de leur longueur d'onde. C'est ça qui est fou, c'est que genre la lumière, les ondes électromagnétiques, c'est tellement grand, ça comporte énormément de choses. Et là, on vous a parlé juste par exemple, des ondes radio, on parlait de caméras tout à l'heure, et tous ces instruments captent justement des ondes électromagnétiques. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est large. C'est tellement versatile. C'est quand même fou de se dire que tout ça, ça peut rentrer dans une seule classification qui est les ondes électromagnétiques et qui se comportent tous de la même manière. Tu vois. C'est ça, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette théorie? Tout ça, c'est des questions fascinantes. Donc là, on vous présente un peu le spectre dont on parlait. On peut voir les différents types d'ondes et notamment le spectre visible avec la couleur allant du violet bleu jusqu'au rouge. Et ça, c'est 400 nanomètres à 800. Et puis après, si on voit juste les toutes petites ondes qui vont de 10 puissance moins 16, c'est des rayons gamma. Après, les rayons X. Donc les rayons X qu'on utilise en médecine, etc. pour pouvoir donc donner des images un peu translucides du corps où en fait les rayons X qui vont être réfléchis que par les os de nos corps. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une petite transparence entre la peau, les organes et les os. Donc on peut voir les cassures, on peut voir les fractures, etc. grâce à des images rayons X. On a aussi du coup l'ultraviolet. Ensuite on a la lumière visible, l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes FM, celles qu'on utilise pour la radio, pareil pour les ondes AM. Et puis après, on a une grosse classification qui c'est des grandes ondes. On appelle ça des grandes ondes, alors que c'est plus dans les utilités pratiques, c'est plus des ondes qui sont plus petites, la longueur d'onde plus petite. Donc après on peut passer à comment est-ce qu'on capte une onde électromagnétique. Donc pour capter une onde électromagnétique, on utilise des antennes. Donc une antenne va capter la fréquence de l'onde, c'est une donnée du coup analogique, c'est quelque chose de physique, et en fait elle va le transformer en un signal numérique qui pourra être traduit et utilisé par la suite. Donc souvent les ondes captées par les antennes sont assez faibles, donc on associe souvent l'antenne à un amplificateur. Donc c'est ce qui permet en fait d'augmenter l'amplitude de l'onde, vu que les ondes électromagnétiques, ça change pas de la définition du monde, ils possèdent aussi une amplitude, tout comme type d'onde. L'œil humain, lui, fonctionne à peu près de la même manière. On va essayer de vous mettre un schéma juste après pour expliquer un peu la composition de l'œil humain. Je pense que vous avez l'occasion de le voir en SVT. Il permet de capter donc les ondes lumineuses allant de 400 nanomètres à 800. La lumière va passer donc par le cristallin qui va agir comme une lentille qui va permettre de concentrer la lumière sur notre rétine. Donc c'est une espèce de couche qui va tapisser le fond de notre œil qui est capable de capter les différentes ondes lumineuses. Après, à travers le nerf optique, l'information visuelle va être transportée jusqu'au cerveau. Et donc c'est après au cerveau de reconstituer l'image, de la remettre en place, etc. pour qu'on puisse voir, comme on peut le voir maintenant. Donc voici un peu la composition de l'œil. On voit bien ici le cristallin, le ligament supérieur. Je ne sais pas si tout le monde fait SVT dans nos viewers. Les viewers, yes. Et on va me dire que le nerf optique tapisse et entre comment est-ce qu'on appelle ça? Entre la rétine et le cerveau, il y a le nerf optique. Du coup, c'est ce qui va permettre de faire circuler l'information de l'œil au cerveau. Et le cerveau va donc faire le travail d'inverser l'image parce qu'on voit un peu une image. En fait, l'image qu'on reçoit dans notre œil, vu qu'elle passe à travers une lentille, forcément les ondes qui arrivent à un certain angle vont être inversées. Du coup, l'image qu'on reçoit techniquement est inversée, sauf que notre cerveau s'est habitué à faire le travail de retourner l'image, et c'est pour ça que c'est ouf, fun fact, c'est fou. Je sais pas si tu le connais, Vincent, mais en fait notre œil est capable de s'habituer à ce qu'on voit. Ouais. Du coup, il y a une expérience qui a été faite, je sais plus vraiment quand, c'est juste une info comme ça que j'ai réussi à voir. Ils installent en fait une sorte de lentille qu'ils vont mettre au-dessus des yeux qui va inverser l'image pour ton cerveau. Ah oui, mais si, en fait, j'en ai entendu parler. Du coup, ça fait qu'au bout d'un certain temps, le cerveau s'habitue
à ce que l'image soit inversée à l'entrée, donc il va Il va réinverser renverser, l'image. ouais, ça c'est ouf. Et ensuite, quand on retire les lentilles, bah, on voit à l'envers, vu que le cerveau s'était habitué à réinverser l'image. Et ça, c'est vraiment incroyable, enfin, le fait que le cerveau puisse s'adapter C'est et ça. se dire, bah, là, je dois réinverser l'image parce que c'est pas normal. Quoi. Mais c'est comme le cerveau, c'est lui qui concentre un peu genre, notre façon de voir, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui sont incapables de lire des expressions chez les gens. Genre, typiquement, ils sont incapables de reconnaître, par exemple, si tu es content ou énervé, ils sont pas capables de l'identifier. Et c'est pour ça que ces personnes-là qui ont cette maladie-là, ou je pense que c'est plus une maladie, quand elles voient des emojis, elles n'arrivent pas à les reconnaître. C'est impressionnant. Ça, c'est un truc de Oui, ouf. ça, Parce que, genre, pour eux, c'est juste des ronds jaunes avec une des petite tête trucs dessus, blancs et ils comprennent pas l'expression qui est dessus. Ok, genre. d'accord. Et toutes ces personnes-là, elles sont pas physionomiques ou quoi, elles n'arrivent pas à retenir des visages et tout. Ok, d'accord, donc ça, c'est une maladie. Ouais, c'est plus une maladie qui ok. est liée au cerveau, etc. D'accord, mais c'est vraiment impressionnant. Bah, carrément, de ouf. Du coup, moi, je te propose du coup de passer sur. Enfin, je vous les propose lasers. de passer sur une application qui est les lasers. Donc, tout le monde sait ce que c'est un laser. On s'est tous amusés avec un laser quand on était petits, etc. On s'amuse à pointer des choses. Comme ça, avec les petites lumières rouges. Là, je crois que c'est interdit. Oui, en vrai, faites pas ça parce que c'est très dangereux. On va vous expliquer pourquoi c'est dangereux les lasers aussi. Ils en vendaient plein, tu sais, genre avant, Dans les marchés. Ils montaient des grands lasers pour aller dans le stade et pointer les joueurs et tout. Tu sais, ils mettaient plein de scopes et tout, genre tu les tournais. Et ça faisait genre. Ça faisait plein de points Ça partout, faisait plein de alors points ça, partout, oui, des c'est petites énorme. formes. Non, ouais, c'était vraiment énorme. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un laser? Je te laisse présenter. Alors le mot laser, c'est l'acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Donc L-A-S-E-R. Ouais. Et pas avec un Z, parce que Pas moi avec je un sais que Z. je fais souvent Laser à Z. laser avec un grand Z, mais c'est pas ça. Du coup, ce qui veut dire en français. Donc en français, c'est amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Bon, ça fait un peu compliqué comme ça, Ok, et on va vous expliquer ce que c'est. Donc il s'agit d'un type précis d'onde électromagnétique. Donc en fait, l'émission stimulée diffère de l'émission spontanée, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le fait que chaque atome a plusieurs niveaux d'énergie et spontanément il va baisser ou augmenter d'un niveau d'énergie C'est ça, et émettre un photon. C'est ça, ils émettent un photon d'une certaine Une longueur certaine d'onde. longueur d'onde. Et en fait, la particularité des atomes, ce qu'on ne savait pas avant, c'est que si on pointe un atome avec une onde électromagnétique, ça va stimuler l'atome automatiquement et Il s'excite, reproduire. c'est ça, il s'excite. Voilà, donc ça va l'exciter, l'augmenter d'un cran, donc dans le niveau d'excitation, et donc ça va faire qu'il va émettre à son tour lui aussi un photon. Et donc en fait, l'idée du laser, c'est que on va mettre un très très grand nombre. Donc il me semble que par exemple le rubis, c'est un bon matériel pour faire des lasers, et on va exciter justement ces matériaux, ces atomes. Et pour ce faire, en fait, on va mettre deux miroirs à moitié réfléchissants. On va exciter d'un côté du miroir et la lumière qu'on va projeter va rester se refléter sur les deux miroirs en excitant de plus en plus ces atomes. Et ce qui fait en fait que lorsqu'ils vont émettre leurs photons, ça va être émis dans une seule direction. Ok. Donc la particularité du laser, c'est que c'est une source de lumière à la fois puissante puisqu'elle est concentrée, aussi monodirectionnelle et très très intense. Et du coup, ça a plein d'applications différentes qu'on aura l'occasion de voir par la suite. Mais les lasers en général, là comme vous pouvez voir, c'est le photon qui excite l'atome et cet atome excité va réexciter d'autres atomes, etc. Et puis après ça va donner C'est une réaction en chaîne, quoi. c'est une réaction en chaîne. C'est une espèce d'effet boule de neige un peu, il y en a un qui s'excite puis les autres vont s'exciter, etc. Et puis après vu qu'il y a une espèce de miroir, cette excitation va se transporter. Et tout ça c'est contrôlé par des calculs que les scientifiques font. C'est une formule qu'on voit, c'est E est égal à H mu, et C'est ça. c'est l'énergie est égale à la constante de Planck, donc H, fois mu qui est mu c'est... Ouais c'est vrai, je sais plus. C'est une fréquence, c'est la fréquence, et quand on fait l'inverse de la fréquence, on obtient la longueur d'onde. Donc voilà. Et puis après ensuite il sort et ça fait les ondes lumineuses qu'on voit. Mais c'est quand même assez dangereux, donc faites attention. Voilà, c'est super dangereux parce que c'est super concentré, ça peut brûler beaucoup de trucs. Donc comme on a dit, les lasers sont utilisés dans plein de domaines différents. Enfin, je pense que tu sais que c'est utilisé dans, par exemple, les lecteurs CD. Ouais. Donc lecteurs CD, DVD et Blu-ray, c'est tous des lasers. Et justement, la particularité du laser Blu-ray, c'est comme le nom l'indique, c'est que le laser est de couleur bleue. Et comme on l'a vu avant, une couleur bleue signifie une longueur d'onde plus petite, donc environ 400 nanomètres. Et 400 nanomètres, c'est extrêmement petit. Et notamment en fait au début des lecteurs CD, la plupart des lecteurs CD et DVD étaient faits avec des lasers verts ou rouges. Okay. Et du coup ça fait que la longueur d'onde était plus grande. Et vu le fonctionnement d'un CD, je sais pas si tu sais comment ça fonctionne un CD, c'est une série de gravures. Donc c'est une série de bosses et de creux qui peuvent être analysés par un
par un ordinateur et on peut traduire donc les séries de bosses et de creux en 0 et 1, donc un langage binaire. Donc on peut transmettre des informations. Sauf qu'on peut mettre juste une certaine quantité de creux et de bosses dans un CD vu qu'on est limité physiquement par la taille du CD. Donc la seule solution c'est de faire des bosses et des creux plus petits. Et du coup on utilise une longueur d'onde. Voilà, c'est ça. Si on a une longueur d'onde plus petite, on peut lire des creux et des bosses plus petites. Du coup ça fait que par exemple, donc on vous donne des exemples ici. On peut voir la comparaison donc, de CD, DVD, HD, DVD et Blu-ray. Donc c'est différentes longueurs d'onde de chaque laser. Et on peut voir aussi la différence en fait en termes de stockage que l'on peut mettre sur un CD. Je sais que par exemple un Blu-ray, on peut mettre environ 27 gigaoctets de données dessus, ce qui est énorme. C'est environ, il me semble, 120 minutes de film en 1080p Full HD. Du coup c'est comme ça qu'on a vu en fait la démocratisation du Blu-ray et la différence entre les différents CD. Et donc ça se traduit notamment grâce à la différence en longueur d'onde qui est plus petite dans le rayon bleu. Bah c'est hyper intéressant en tout cas. Ouais, et les lasers aussi, c'est pas utilisé que dans ça, c'est utilisé par exemple dans la dermatologie. On peut retirer des tatouages grâce au laser. On peut retirer des grains de beauté aussi. On peut retirer des grains de beauté aussi. Enfin, ça brûle littéralement les cellules, donc c'est très très dangereux. En fait, c'est que ça tue les cellules littéralement parce que les cellules, c'est un grand apport d'énergie. Et du coup, ça fait que forcément, il faut faire très très attention avec les lasers, c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que souvent sur les lasers, on a des attention, ne pas les pointer dans l'œil, ne pas regarder un laser. C'est ça, même les lasers qui vendaient, ce qu'on disait, c'est ça, pour s'amuser, etc. C'était vraiment pas drôle. Voilà, c'est même, ça reste des longueurs d'onde qui sont, ils essaient quand même de contrôler un minimum, mais c'est quand même dangereux si on est dans la rétine parce que justement, vu que notre œil comporte une lentille, ça fait que la lumière qui se diffracte sur notre rétine, elle crame ça crame littéralement la cellule en fait. Et oui, pareil, c'est aussi très dangereux, aussi pour nous, mais aussi par exemple pour les caméras. Ouais. Je sais qu'il ne faut pas pointer de laser sur une caméra parce que ça risque de brûler justement l'objectif, vu que l'objectif est littéralement un œil mais artificiel. Du coup, on a plein d'autres exemples des ondes électromagnétiques au quotidien. Par exemple, les ondes électromagnétiques sont utilisées au quotidien, comme on disait tout à l'heure, il y a nos écrans, nos lecteurs DVD, nos produits ménagers, ou encore notre connexion internet. Et ce sont que des exemples d'applications des ondes électromagnétiques. Par exemple, les micro-ondes sont des bons exemples d'applications des ondes électromagnétiques. Alors pour réchauffer un plat dans le micro-ondes utilise ce qu'on appelle un magnétron pour créer un champ magnétique justement qui propulse des ondes à très haute fréquence. Donc c'est-à-dire qu'on a le micro-ondes et il va envoyer des ondes à très haute fréquence. Et comme on sait, plus une onde possède une grande fréquence, plus sa longueur d'onde de cette dernière diminue. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des micro-ondes. Et justement, ces micro-ondes en fait vont venir exciter les molécules d'eau qui se trouvent dans notre nourriture. Donc les molécules d'eau vont commencer à s'agiter et comme on sait, agitation égale à chaleur et chaleur égale à augmentation de température. Donc ça va venir réchauffer notre plat qu'on met au micro-ondes. Et une petite particularité, c'est que les ondes qui sont projetées dans le micro-ondes sont projetées de manière à ce qu'elles réfléchissent sur les parois. Donc c'est pour ça que dans le micro-ondes, en fait, on a une plaque tournante. Il y a un micro-ondes là-bas, ça regardez là-bas. C'est pour ça qu'on me pointe là-bas, parce qu'il y a un micro-ondes là-bas, mais non, pas regarder là-bas. Du coup, en fait, il y a une plaque tournante dans les micro-ondes et c'est ce qui permet en fait de réchauffer la nourriture de manière homogène quoi. Et s'il ne tourne pas, on a un petit exemple qu'on a réussi à trouver sur internet qui est super intéressant, où on va vous montrer par la suite là, la petite vidéo qui montre en fait comment est-ce qu'on est capable de mesurer la vitesse de la lumière grâce à un micro-ondes. Du coup, je disais, donc il y a un bonhomme dans la vidéo, il va prendre un carton, il faut pas mettre des cartons dans le micro-ondes, c'est un peu dangereux, mais voilà, il le fait parce que c'est un homme entraîné, etc. Bon, c'est Electro Boom, c'est une très très grande chaîne. Il y a des gens qui connaissent, mais c'est un peu un malade mental, mais faut pas le dire. Il fait exploser énormément de choses. Voilà. Mais c'est le contrôler, c'est fait exprès, il sait très bien ce qu'il fait, le mec c'est un électricien, etc. Et du coup, en fait, il va mettre un carton dans le micro-ondes, le faire un peu cramer, l'analyser sous caméra thermique, et en fait, il pourra voir les grands pics de chaleur et il pourra mesurer la distance entre les deux pics de chaleur, la multiplier par 2 parce qu'en fait il s'agit de la moitié de la longueur d'onde vu qu'on en a dit l'onde reste à se réfléchir donc c'est qu'une moitié d'ondulation et une fois qu'il l'aura multiplié par 2 le calcul est très simple, il fait l'inverse et il peut calculer, en connaissant en fait la fréquence du micro-ondes il peut calculer du coup la vitesse de la lumière en faisant une multiplication très simple. Du coup, vous laisse voir la vidéo.
Ensuite, je sais pas si toi, Reda, t'as déjà entendu parler de la Li-Fi. La Li-Fi. Yes. Non, mais je connais la Wi-Fi. Je connais la Lo-Fi. La Lo-Fi aussi, bon. mais gros, la Li-Fi non. Mais Alors la je Li-Fi, t'en c'est un prie. peu genre la technologie qui remplace le Wi-Fi, enfin qui voulait remplacer le Wi-Fi, mais ça s'est pas vraiment fait, ou en tout cas c'est Pas encore en cours. démocratisé, quoi. C'est encore en cours de démocratisation, mais parce que ça peut avoir énormément d'applications très utiles. Alors la Li-Fi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Light Fidelity. Et c'est une technologie de communication sans fil qui est basée sur l'utilisation de la lumière visible, Ok. de longueur d'onde comprise entre 480 nanomètres donc 670 THz correspond à du bleu vert, Ok. et 650 nanomètres qui correspond à du orange rouge. À peu près. Ok. Donc c'est vraiment les lumières qu'on peut voir. Donc on peut voir, ok. Alors le Wi-Fi utilise une partie radio du spectre, celle qu'on ne voit pas, qui est hors du spectre visible, et donc la Li-Fi utilise justement la partie visible du spectre électromagnétique. Donc le principe du Li-Fi repose sur le codage et l'envoi de données via la modulation d'amplitude des sources de lumière. Donc Ok. quand on regarde une lumière, elle a une certaine fréquence Oui, qui oui. est indiscernable pour Donc nous. c'est un peu comme les écrans de fréquence de rafraîchissement qui nous permet de voir. Ok, oui. Ça, je crois que l'être humain il peut voir que à partir de la différence, à partir de 30 FPS, non Oui, je pense que c'est ça. 30 images par seconde. On peut voir, ok, oui, d'accord. C'est un peu ça, et là la lumière elle clignote tellement rapidement On a l'impression que c'est constant qu'on a, en fait. qu'on a l'impression que c'est constant. Et la Li-Fi utilise justement ce principe-là, c'est parce qu'on voit pas forcément la différence entre un clignement très très rapide et un clignement encore plus rapide. Et du coup, c'est quoi les avantages de la Li-Fi par rapport à la Wi-Fi? Alors les avantages c'est que c'est moins cher, Oui. parce que de 1 on diminue le nombre de routeurs qu'il y a dans une maison ou dans Ok. un appartement par exemple. Au lieu d'utiliser plusieurs routeurs, on utilise un routeur centralisé. Et avec ce routeur centralisé, il est connecté à toutes les lumières qu'on voit un peu dans Ok, une pièce. d'accord. Donc en fait, c'est l'utilisation des lumières de la C'est maison ça, en même fait, pour transmettre la on connexion, exploite, quoi. on exploite pas que la lumière, enfin pas que la maison aussi, parce qu'elle peut être également utilisée dans la rue, par exemple Ok, avec oui. des lampadaires le Bah soir, ouais, et tout, oui, ça, oui, peut être, forcément. ça peut être hyper utile. Et par exemple, c'est plus ciblé aussi déjà. Par exemple, tu utilises ton téléphone, la lumière, quand elle se réfléchit dedans, c'est sûr qu'elle reçoit l'information. Ok, oui. Alors que pour un routeur qu'on va mettre dans la chambre de nos parents ou, Oui, il suffit que ou 2-3 dans le salon, murs. voilà, et, c'est ça, c'est que le signal, vu qu'ils sont de très basse, de basse fréquence, la Wi-Fi utilise des basses fréquences, ça veut dire que c'est vachement... non, haute fréquence, pardon, c'est les murs, ils arrêtent vraiment les ondes, Les ondes Wi-Fi, quoi, quoi. les ondes Les Wi-Fi. ondes radio. Ok. Et donc justement, ça permettrait de pallier à ça, donc c'est moins cher et moins saturé. Ok, d'accord. Et c'est aussi plus sécurisé parce que les ondes lumineuses, Mais ça traverse, en fait, ça traverse pas, je pense. c'est n'importe ça, où, elles donc, traversent pas n'importe où aussi. donc, il faut forcément être à l'intérieur de, par exemple, la maison pour intercepter le réseau, je pense, ou le signal en fait Wi-Fi, c'est ça. Exact, et puis après, c'est vrai que J'imagine, c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà, c'est C'est ça. moins captable, par exemple, si tu te mets dehors, tu peux pas te faire hacker, etc. C'est ça. Et aussi, c'est plus rapide. Côté débit, on estime qu'il est plus rapide jusqu'à 10 fois plus rapide, 10 fois plus rapide que le ok. Wi-Fi. D'accord, donc en fait, ça veut dire que si on a une connexion internet de fibre, par exemple, qui va super vite, souvent on se rend compte en fait que le fait qu'on passe par la Wi-Fi pour recevoir la connexion, ça fait que la connexion est diminuée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en connexion filaire directement avec le routeur, on reçoit nos 120 mégabits par seconde. Mais si on est en connexion Wi-Fi, des fois c'est capé à 60-80 en fonction de la puissance du signal. Et je pense que le fait que justement la Wi-Fi soit plus rapide 10 fois, ça nous permettrait en fait juste d'optimiser le fait qu'on ait des grosses connexions maintenant de nos jours, des grandes fibres, et que ça soit juste plus utile en fait d'avoir ces grands débits de connexion et de pouvoir vraiment les exploiter. Là, je pense que tu veux voir l'image. Ok. Là, on Ok, voit, donc là je c'est ça, vois plus ce que ça veut dire en C'est fait. ça, c'est qu'on voyait pas En forcément. vrai, c'est super intéressant. C'est grave cool. C'est vraiment différent. Enfin, c'est une manière Alors- totalement différente de penser le truc. Alors tu vois, mec, tu sais que c'est grave cool et à la fois genre un peu bizarre parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit constamment en lumière En pour lumière. recevoir le truc. C'est-à-dire Genre que si tu veux regarder ton téléphone dans la nuit et tout, c'est chaud. c'est chaud. Ouais. J'imagine. Et pareil pour là on voit le lampadaire avec la lumière, etc. Mais on voit qu'il fait jour Constamment et ils allumé, utilisent- enfin genre c'est ça. Donc Ouais. c'est constamment Mais allumé. après, je pense qu'on pourrait peut-être penser à des hybrides Li-Fi Wi-Fi. Oui, voilà, ça serait plus, en mode hybride, dès qu'il commence à faire noir, on passe sur Li-Fi, c'est plus rapide, c'est efficace. Mais après voilà, Wi-Fi, c'est plus toujours- en ce moment c'est plus le débat, il se pose vachement sur l'utilité d'installer la Li-Fi alors on commence à développer la fibre, Oui. etc. et que ça commence à être vachement Voilà, lent, c'est ça. enfin toutes les installations, etc. Et aussi c'est parce que il y a une espèce d'utilisation un peu commerciale derrière. J'imagine. C'est que par exemple, tu vois, dans les supermarchés, vu que c'est cloisonné, etc., ils mettent des lumières. Et par exemple, tu passes dans ton rayon avec ton téléphone,
et tu sais, ils peuvent cibler ton téléphone, tu vois. Ah ouais, ok. Genre par exemple, si ton téléphone il se connecte automatiquement à des Wi-Fi, et ben ils vont envoyer des pubs comme ça. À travers Ok, d'accord. Tu vois, ça pose pas Ça- mal de questions. En fait, ouais, ça pourrait être à la fois utile, mais un peu problématique aussi. Voilà, c'est surtout, ça, c'est que c'est quand même, ça reste quand même discuté, etc. Tu vois, ok. même si on parle, enfin justement, quand quelque chose est ciblé, c'est-à-dire que bah, on cherche quelque chose, on attend quelque chose de vous aussi. Ok. Donc c'est qu'il y a quand même un intérêt derrière, et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Mais oui, du coup, je savais pas du tout que ça existait, c'est hyper intéressant. Mhm. Je pense que l'une des principales questions qu'on se pose souvent et qu'on a déjà entendu 1000 fois lorsqu'on parle de lumière et d'ondes électromagnétiques, c'est la dualité onde-corpuscule. Donc on va essayer de vous expliquer ça très simplement, très brièvement, etc. Donc on a vu que les ondes électromagnétiques se comportent comme des ondes dans le sens où elles ont des longueurs d'onde, des fréquences, des amplitudes, etc. Mais on a aussi vu que ces mêmes ondes électromagnétiques sont composées en fait de petits corpuscules qu'on appelle les photons. Donc ces photons peuvent avoir des comportements particuliers sous certaines conditions qui peuvent être donc plus corpusculaires ou ondulatoires en fonction de comment elles sont utilisées. Et en fait c'est Louis de Broglie qui a émis une C'est théorie. écrit de Broglie, mais Ouais, ça mais se on dit prononce de Broglie. Broglie. Qui a émis une théorie en 1924, donc disant que tout objet peut se comporter en fait à la fois comme une onde et comme un corpuscule. Donc c'est ouf en fait quand il pense. Ça veut dire que si on prend une personne, qu'on la jette assez vite, la personne va commencer à onduler. Quoi. c'est un peu, Oui, c'est un peu c'est bizarre. un peu le concept. Si on lance quelque chose à la vitesse de la lumière, Bah, ça peut c'est se comporter à la fois comme en la tant que chose, l'onde, donc comme l'objet, mais aussi comme l'onde en comme fait. Et c'est ça qui est un et, peu. je sais pas si t'en parles juste après, ouais. Et en gros, genre, la seule façon en fait de savoir si elle se comporte comme une onde ou comme un corpuscule, c'est de l'observer. Et je sais pas si vous connaissez le chat de Schrödinger. Tu veux peut-être en Donc parler. oui, en fait l'expérience c'est une expérience mentale. C'est une Donc, expérience, pas- c'est ça, c'est une Ça expérience. n'a pas été fait en vrai, Ça hein, n'existe pas, ça parce n'existe que pas. C'est... Aucun animal n'a été traité durant le tournage. C'est vrai. Donc, alors, le chat de Schrödinger, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience qui dit, donc c'est Schrödinger qui l'a faite, qui dit en fait qu'il va placer un chat dans une boîte. Donc une boîte totalement opaque, on ne peut pas voir le chat, etc. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et il va à la fois placer en fait un élément radioactif qui a une chance de tuer le chat. En fait, le poison qui est contenu dedans a une chance sur 2 de se casser. Donc Et on peut pas savoir. ça veut dire que ça crée 2 timelines différentes, 2 possibilités différentes, dont une, le chat est mort, et l'autre, le chat est vivant. Et la particularité en fait, c'est que comme tu l'as dit pour les ondes, on peut pas savoir tant qu'on n'observe pas. C'est ça, et Et c'est ça que l'observation est extrêmement importante. Hyper importante. Enfin, ça veut dire que tant qu'on n'a pas observé l'élément chimique qui se trouve dans la boîte, on pourra jamais savoir si il s'est dissocié en poison mortel ou pas. Ouais. Donc ça veut à la fois dire, donc en fait c'est l'expérience mentale qui dit que le chat de Schrödinger est à la fois vivant mais mort en même temps, tu vois. Donc miaou. Ou miaou pas, tu vois. Pour revenir Ouais, sur ouais. la dualité onde-corpuscule, donc une expérience hyper connue qu'on a tous vue au lycée, etc. Donc en physique-chimie, c'est les fentes de Young. Donc les fentes de Young, c'est quoi? Super simple et super, expliqué très brièvement. On envoie des ondes sur une plaque où on a donc retiré 2 petites fentes. Et en fait, on remarque que lorsque les ondes traversent cette plaque, si on remet notre plaque derrière qui va venir réceptionner donc les photons, on va retrouver des bandes. Et ces bandes en fait traduisent la longueur d'onde de cette onde-là. C'est ce qu'on peut voir, Et on peut sur voir la droite, là. à droite et on peut voir aussi à gauche la manière dont l'onde devient difforme une fois qu'elle a traversé les plaques et comment en fait elle dessine ces différentes longueurs d'onde. Et la particularité en fait de ce que je disais tout à l'heure de lancer un être humain super vite pour voir son comportement ondulatoire, c'est que la particularité c'est que cet homme-là a pris des petites particules, il me semble que c'était je sais plus si c'était de l'or, mais en tout cas c'était des particules très fines qu'il a mis dans un petit propulseur, enfin un truc qui pourrait Si, c'est de l'or, propulser. c'est de l'or. C'est de l'or il me semble. Donc, ou alors non, en fait non, la plaque c'était de l'or. Il me semble que la plaque pour les recevoir c'était de l'or. C'est pour enlever les C'est ça, voilà. Du coup, il les a propulsés à très grande vitesse à travers ces fentes et il a remarqué en fait qu'à partir d'une certaine réitération de l'expérience, donc après avoir envoyé un très grand nombre de C'est petites ça, au particules, début, il voyait que c'était juste un peu point. aléatoire, Non, il voyait que c'était un point qui était assez aléatoire, c'est ça, voilà. mais effectué À très grande un répétition. très grand nombre de fois, et bah On retrouve le même comportement que les ondes, c'est-à-dire ça va retracer en fait la longueur d'onde, etc. Et c'est en fait de ça que va découler la fameuse expression donc, de Broglie, qui nous permet en fait d'associer une longueur d'onde à une masse et une vitesse. Et ça, c'était vraiment, ça lui a valu c'est un prix Nobel. un prix Nobel, ouais. Et c'est vraiment fascinant de Bah, pouvoir penser à ça et de se dire C'est ça, que c'est que juste avant,
je sais pas, la lumière, c'était n'importe Voilà, quoi. En fait, c'était instantané. c'était plus un espèce de débat qu'il y avait entre est-ce que la lumière c'est une onde ou est-ce que c'est un corpuscule. C'est ça. Et Là, bah, finalement, du coup, on a voilà, vraiment la réponse, quoi. c'est ça, c'est la réponse qu'ils ont apportée. Donc ça a permis énormément d'avancées scientifiques, de comprendre justement le comportement de la lumière. Enfin, on savait qu'il y avait une limite, mais de là à savoir qu'elle était deux états à la fois. Enfin, c'est vraiment révolutionnaire. C'est quand même assez révolutionnaire pour l'époque parce que souvent on était sur des. Sur même la mentalité scientifique de l'époque, c'était souvent soit l'un, soit l'autre. Oui. C'est jamais les deux en même temps. Et justement, le fait qu'une personne se dise, bah, en vrai, c'est peut-être possible que ce soit les deux en même temps, c'est déjà révolutionnaire. Ça, et ça fait que ça a créé un changement de paradigme. Et tout ce changement de paradigme a donc entraîné une sorte de nouvelle science. Oui, voilà, de là, en fait, découle plein de trucs, découle la relativité restreinte, toutes les théories quantiques, etc. Ça découle en fait de ce petit changement où les gens se disent, bah, en fait, l'univers n'est pas comme il nous semble. Et c'est totalement différent de notre ressenti. C'est pour ça que l'histoire de la science en général, c'est quelque chose que je vous recommande. Même si vous n'êtes pas scientifique ou quoi, c'est super fascinant. C'est hyper fascinant dans le sens où on apprend énormément de choses parce que des personnes se sont dit on va penser de cette façon. Oui, là, c'est juste le déclic de dire on va penser différemment. Mais c'est qu'une personne, tu vois. Enfin, en vrai, en général, c'est pas qu'une personne. Souvent plusieurs personnes. C'est souvent plusieurs personnes, mais ça reste globalement, il y a une figure dominante, donc ce groupe de personnes qui se disent le monde n'est pas comme ça. Et ce qui est hyper fascinant, c'est que c'est un truc qui se réitère tout le temps dans l'histoire de l'humanité. Enfin, quand on pense à Galilée, etc., à l'époque, c'est exactement pareil. C'est un groupe de personnes ou une personne qui s'est dit en vrai, c'est peut-être pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais peut-être le contraire. Et il s'avère que ça a été vérifié par la suite grâce à nos satellites, nos images, etc. Et en fait, c'est juste, il faut avoir le petit déclic de se dire moi j'ai envie de penser différemment, moi j'ai envie d'explorer mon propre champ de vision. Mais clairement, c'est pour ça que, même en général, ne freinez pas, justement. Faut pas oser penser, voilà, c'est ça. Oser penser, faut pas se plier donc aux normes et faut parfois penser au-dessus de ce qui nous est imposé, etc. C'est pour ça que je pense que c'est un très beau message même de s'intéresser à toute cette histoire-là en se disant que même si on apprend une certaine histoire scientifique en cours, etc., ça ne nous empêche pas de remettre en question un peu ça. Ce qui nous enseigne est juste, certes, mais parce que ça peut pas être démontré faux pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Toute chose est juste tant qu'on ne démontre pas le contraire. Tu vois. Exactement. Donc c'est vraiment fascinant. Pacification de Karl Popper, mais... Donc, moi je te propose de passer à la lumière et la théorie de la relativité. Donc, la théorie de la relativité, c'est un truc qu'on entend tout le temps. On a tout le temps l'impression que c'est quelque chose d'hyper. De malade, mais oui. De malade, mais c'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de malade. Mais c'est quand même très compréhensible, tu vois, c'est quand même accessible à nous en tant que. C'est ça, et en fait, du coup, la théorie de la relativité est une théorie émise donc, par le fameux Albert Einstein, disant qu'en fait, que tous les objets subissent les mêmes lois physiques, quel que soit le référentiel. Donc je pense que vous avez vu ce que c'était un référentiel. Donc un référentiel, c'est un endroit dans lequel on se place pour analyser une expérience. Donc par exemple, le référentiel terrestre est le référentiel dans lequel nous sommes tout le temps. Et un autre référentiel serait le référentiel solaire. Donc pour vous donner un petit exemple, une voiture est considérée à l'arrêt sur Terre, donc ça veut dire qu'elle est stationnée, donc sa vitesse sur Terre est de 0 mètres par seconde. Sauf que là, on est dans le référentiel terrestre. Mais si on met une personne sur le Soleil, on réalise en fait que cette voiture-là n'est pas du tout à l'arrêt et elle est totalement en fait en mouvement et subit notamment une vitesse de 300 000 mètres par seconde, donc sur le référentiel solaire, puisque la Terre tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. Exact. Et cependant, le truc qui est hyper fascinant encore une fois et qui fait tout le temps exception, c'est la lumière. Donc la lumière ne suit pas du tout cette loi en termes d'addition de vitesse, etc. Parce qu'en fait, la théorie dit que la lumière possède une vitesse de 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, quel que soit le référentiel. C'est ça qui est ouf. Donc ça, c'est vraiment impressionnant de penser à ça, et c'est quelque chose de... c'est pas normal. C'est ça, c'est que nous, on a le concept intégré un peu de se dire que la vitesse par rapport à nous de cette chose-là est de, par exemple, 30 mètres par seconde. Et le fait de se dire que la lumière, peu importe le référentiel, le fait de dire que la lumière, elle a une vitesse universelle, absolue, universelle. Et en fait, justement, c'est une autre expérience mentale qu'on pourrait faire, c'est il faut se dire par exemple que, admettons qu'on soit sur un cheval qui parte à la vitesse de la lumière. Okay. Donc actuellement, tu as la vitesse de la lumière, tu avances, tu cours, etc., ça va super vite, et tu décides de sortir ton téléphone et d'allumer le flash. Du coup, ça veut dire que techniquement, tu vas émettre de la lumière. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, du point de vue de la physique newtonienne, donc on connaît tout le temps, la vitesse à laquelle devraient partir les photons qui sortent de ton téléphone devrait être 2 fois la vitesse de la lumière, vu qu'à la base,
ils ont déjà l'inertie, donc la vitesse qu'ils ont actuellement, parce que toi tu vas à la vitesse de la lumière, mais en plus leur vitesse initiale de sortie. Sauf que justement, Ok. le souci c'est que cette lumière-là, bah, en fait tu la verras jamais, elle va jamais avoir le temps de partir devant toi, tu vois, puisque la vitesse de la lumière, quel que soit le référentiel, va rester de 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ça c'est vraiment impressionnant, et même juste imaginer d'aller à la vitesse de la lumière, c'est totalement impensable, c'est-à-dire qu'on ne verrait plus rien, vu que les photons n'auront même plus le temps d'arriver à notre rétine avant de disparaître, avant qu'on les dépasse, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ok. Et Ce qu'on disait, c'était par rapport au fait de quand tu es dans un véhicule qui est proche de la vitesse de la lumière, ou qui avoisine la vitesse de la lumière, pour toi, le temps il va paraître beaucoup plus. Pour toi, ton temps propre est plus lent en fait. est plus lent que le temps, par exemple, d'une personne qui se situe sur Terre. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle va vieillir moins vite. Donc, il y a beaucoup de vidéos, tout, etc., explicatives sur ça. Oui, il y a énormément de vidéos. On ne veut pas s'étendre non plus voilà, parce que c'est un sujet sur lequel on adore parler. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo dessus, on peut en faire une pendant les vacances, si vous êtes chaud. Mais après, l'idée globale qu'il faut retenir, c'est que le fait d'aller à la vitesse de la lumière altère totalement l'univers, dans le sens où une personne qui va rester, si on prend deux jumeaux, le jumeau qui reste sur Terre va vieillir, celui qui partait à la vitesse de la lumière va pas vieillir aussi vite que le jumeau sur Terre. Et notamment, je sais que c'est une drôle d'histoire, mais il y a deux jumeaux qui sont à la NASA. Et il y a un des jumeaux qui allait dans la station spatiale, donc l'ISS, qui tourne il me semble qu'elle tourne à 310 km. Enfin, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais elle tourne très vite autour de la Terre pour garder leur orbite. Et le truc, c'est qu'ils ont justement fait les calculs, et il s'avère que le jumeau qui était monté pendant que l'autre était resté sur Terre est un tout petit peu plus jeune que son frère maintenant. Avant, c'était lui le grand frère, maintenant c'est lui le petit frère. Oui, parce que techniquement. Techniquement. Mais c'est vraiment hyper fascinant et bizarre comme idée. C'est ça, mais genre plus vieux de quelques millièmes de seconde, c'est insignifiant c'est insignifiant pour nous. Parce que la vitesse de la lumière, elle est carrément inatteignable. Mais c'est des choses. C'est rien par rapport aux vitesses qu'on atteint actuellement. Ça n'a presque rien à voir avec. C'est infime par rapport. En fait, c'est surtout, faut le voir d'un point de vue d'apport d'énergie. C'est qu'en fait, l'énergie nécessaire pour transporter un gramme de matière à la vitesse de la lumière elle est tellement colossale. Et en fait, on n'en aura jamais assez pour faire décoller un vaisseau et ensuite aller le faire aller à la vitesse de la lumière. Et même si on va à la vitesse de la lumière, on va voir dans les prochaines parties que la vitesse de la lumière, c'est certes très très grand, mais c'est tellement petit par rapport à la grandeur de l'univers. Comme on a dit, en fait, ça fait une très bonne transition pour le prochain sujet. Donc on disait que la limite universelle est régie par la vitesse de la lumière. C'est donc notre cap, notre grande limite qu'on pourra jamais dépasser. Et ce qui est drôle, c'est qu'il existe plein de limites comme ça, et on ne veut pas trop dépasser sur le sujet, mais je sais pas si tu connais la loi de Moore. Donc c'est une loi qui dit que chaque année, on va doubler le nombre de transistors sur le processeur. Donc c'est une loi qui a été vérifiée de manière linéaire ou exponentielle ? De manière linéaire. Donc c'est 2 fois l'année dernière. Et c'est une loi qui a été totalement vérifiée, ou je sais pas si c'est exponentielle, mais en tout cas, il me semble que c'est linéaire. C'est soit linéaire, soit je vais vérifier, mais c'est linéaire. Tu peux continuer. Mais du coup, voilà, donc c'est donc une loi qui a été vérifiée depuis les années 60 et qui est toujours en cours. Oui, c'est linéaire. Mais en fait, le souci, c'est que il me semble, en 2025, on ne pourra plus vérifier cette loi-là. Parce que si on veut mettre le processeur à une taille définie, donc une taille standard, et le fait qu'on puisse mettre plus de transistors, c'est parce qu'on arrive à fabriquer des transistors de plus en plus petits. Sauf que le souci, c'est qu'à un moment, nos transistors deviennent trop petits et les électrons qui sont bloqués ou qui sont laissés passer par les transistors ne sont plus régis par les lois newtoniennes et sont régis par les lois quantiques. Et ce qui fait que par exemple, un électron, au lieu de s'arrêter quand il y a de la matière devant, vu que le transistor est trop petit, l'électron va juste se téléporter de l'autre côté du transistor. C'est des phénomènes qui sont complètement fous. Voilà, c'est ça, et c'est les vraies limites en fait de. C'est pour ça que même, ce que tu parles de ça, c'est qu'on parle aussi maintenant de plus en plus d'ordinateurs quantiques qui utilisent justement les propriétés quantiques des électrons. Voilà, c'est ça, donc les spins, le fait les up and down, les liaisons quantiques, etc. Le fait que tous les atomes sont liés, que si on connaît le spin de l'un, on connaît le spin de l'autre. Bref, c'est vraiment très difficile à expliquer, très long. Même très long. Mais encore une fois, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. On a envie de parler ça de nous ça. passionne. C'est ça, moi, ça me passionne aussi. C'est aussi un peu pour ça qu'on est en ingénierie, etc. C'est ça qu'on est potes, mais gars. Voilà. Yes. Bon, du coup, puisqu'il est impossible en fait de dépasser la vitesse de la lumière, on peut observer en fait qu'une certaine partie de l'univers.
vu qu'on sait que l'univers a été né à un moment, donc il a une date de naissance, donc c'est limité par le temps. La lumière a eu seulement un certain temps pour avancer, traverser l'univers. Ce qui fait qu'on peut estimer la taille de l'univers observable actuellement, donc en retraçant l'âge de l'univers fois la vitesse de la lumière, ça nous donne environ la taille de l'univers que l'on peut observer, ce qui est d'environ 46,508 milliards d'années-lumière. Parce que je sais pas si tu l'as précisé, mais juste, pour avoir le temps que nous met le photon qui nous arrive le plus éloigné de l'univers, on a besoin d'un temps d'exposition qui est extrêmement long. C'est pour ça qu'il y a des télescopes justement qui vérifient justement. tout ça. Ok, je le savais pas, mais du coup, voilà. Et donc pour avoir une petite taille de ce que ça représente, la distance entre la Terre et la Lune, c'est 380 000 km, si je dis pas de bêtises, 384 400 km. Et la taille du rayon de l'univers est 10 puissance 18 fois plus grande. Enfin, je sais pas si vous réalisez à quel point le chiffre est énorme. C'est une distance tellement sidérale et la grandeur de l'univers est telle que même la lumière, qui est la limite, la vitesse de la lumière qui est la limite de notre univers, pourra jamais traverser dans un temps raisonnable à l'échelle humaine. C'est clair. Du coup, là on... Voilà, c'est un peu le schéma, ça représente ça en fait, c'est l'univers observable ici qu'on voit qui fait 46 milliards d'années-lumière. Et l'univers entier. Ouais. Et du coup, alors comme la lumière possède une certaine vitesse, et on peut arriver, qui peut arriver vers nos yeux ou nos télescopes instantanément, donc c'est impossible pour eux que ça arrive instantanément, et prend un certain temps. Et donc à chaque fois qu'on lève les yeux vers le ciel, en fait on n'aperçoit pas les étoiles comme elles étaient maintenant, c'est-à-dire à notre temps t, mais à un temps qui est inférieur au nôtre. C'est-à-dire qu'on les voit dans le passé. Voilà, parce que le temps, c'est comme si quelqu'un part en voyage et dit je reviens dans 2 ans, papa. Et il va revenir dans 2 ans. Et en fait, c'est un peu pareil avec les ondes lumineuses, c'est que l'onde lumineuse prend le temps de venir vers nous à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que ça constitue un temps, tu vois, c'est quelque chose, c'est un temps d'attente, un temps de latence. Et ça fait que quand on voit du coup le ciel le soir, c'est en réalité le passé qu'on aperçoit. C'est ça, parce qu'on parle d'année-lumière, mais c'est une distance en fait de la lumière. La lumière, c'est une distance, c'est l'année fois la vitesse de la lumière. Donc, c'est la distance. Temps fois la vitesse, ça donne une distance. En gros, c'est la vitesse que prend une onde lumineuse, c'est le trajet que peut faire une onde lumineuse pendant un an. Et du coup, pour vous donner une petite idée, si on imagine que le soleil disparaisse instantanément, maintenant, en fait il nous faudrait 8 minutes pour l'apercevoir. Ok, ça je savais pas. C'est-à-dire qu'il nous faudrait 8 minutes avant de se dire, en fait il y a un souci, tu vois, en fait c'est la nuit tout le temps, Du coup, c'est noir. Du coup ça nous laisse juste imaginer en fait à quel point on est en retard sur ce qui se passe dans l'univers, que la distance entre le soleil et la Terre c'est tellement infime par rapport à la distance entre deux galaxies. Genre ça lag, c'est vraiment, t'as 200 de ping, t'es pas bien. Et du coup, en fait ça nous rappelle juste à quel point l'être humain est petit et à quel point on est insignifiant dans le sablier, on est vraiment un petit grain dans le sablier de l'univers, tu vois. C'est vraiment impressionnant. Et de plus, je sais pas si tu le savais Vincent, mais vu que l'univers est en constante expansion, c'est-à-dire qu'en fait toutes les étoiles se séparent l'une des autres, c'est-à-dire que d'ici des millions d'années, les personnes qui sont sur Terre, quand elles verront, si on est toujours vivant, quand elles verront le ciel, ça sera totalement noir, vu qu'il n'y aura plus aucune étoile à distance égale, à une distance assez loin pour qu'on puisse la voir dans un laps de temps humain, quoi. Du coup, c'est-à-dire que techniquement, au bout d'un moment, les êtres humains seront les derniers à voir le ciel, quoi. Ouais. Si on dit qu'on est seul dans l'univers. Bien sûr. Après, ça nous prend d'autres questions. Voilà, pourquoi ça ouvre des portes comme ça et ça les ferme pas? On pourrait parler des filtres universaux et du fait que si on retrouve une autre espèce dans le monde, c'est peut-être un mauvais signe pour nous. On sait pas, gros. Ok, le paradoxe de Fermi. Voilà, c'est une autre histoire pour un autre moment, mais c'est juste quelque chose de fascinant encore. Et donc, je sais pas si tu en as entendu parler du fond diffus cosmologique. Ça me dit quelque chose, c'est un concept. C'est un peu en quelque sorte les restes de. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En gros, ça a été, c'est quelque chose qui a été prédit par la théorie et qui a été confirmé presque par hasard en 65 par Arno Penzias et Robert Wilson. Alors, si je peux raconter un peu l'histoire, c'était donc 2 ingénieurs ou 2 chercheurs ingénieurs qui travaillaient pour Bell. Donc Bell, c'est une compagnie de télécommunications américaine.
et qui faisait des tests avec des antennes qui sont ultra sensibles même à des rayonnements, enfin à des radiations, des fréquences de radiation très très basses, enfin même très très hautes, donc c'est quelque chose qui est très sensible. Sauf que quand ils faisaient des tests avec ça, peu importe la direction où ils le pointaient vers le ciel, à chaque fois ils se retrouvaient avec un fond de bruit parasite et ils se demandaient mais à quoi ça correspond. Et du coup, ils prennent l'appareil, ils commencent à nettoyer et tout, et oui, c'est ça. Non, bon, c'est pas comme ça qu'ils nettoient les objets parce que bon, ça coûte énorme, ça coûte de l'argent. Et sauf que en remettant le truc en place, ils voyaient qu'il y avait toujours le même bruit. C'était pas l'équipement. C'est ça, en fait, c'était la source du problème. C'était pas l'équipement, et donc ça venait de quelque chose qui était même au-delà de notre galaxie. Enfin, c'était eux qui avaient une sorte de calculé avec le temps d'arrivée entre l'allumage et le temps qui recevait l'information. Tout ça, ils avaient calculé et ils se disaient mais c'est beaucoup trop lent pour que ce soit à côté de nous. Tu vois, ouais, c'est pas quelqu'un parasite de radio ou c'est ça, c'est pas un bruit parasite, c'est pas un petit mec qui chante à côté. Enfin, ouais. c'est bizarre, genre. Et donc au même moment, mais vraiment ça, c'est quelque chose qui est vachement ouf dans la science, c'est qu'il y a énormément de coïncidences, d'hasard. Et c'est fou. C'est fou. Quoi. Mais oui, mais c'était sûr en fait. Ok, ça redonne. Et au même moment, justement, il y a une équipe d'astrophysiciens de l'université de Princeton qui était actuellement à la recherche de preuves d'identification du fond diffus cosmologique. Et avant, c'était qu'une sorte de théorie qui disait parce que l'univers, selon la théorie du Big Bang, si ça respecte ça, pendant un court instant, un millième de seconde, l'univers était qu'une singularité, c'est-à-dire une particule qui avait une densité extrêmement lourde, donc c'est-à-dire toute la densité de l'univers, et que tout ça s'est mis en expansion d'un coup, et que ça a renvoyé donc les premières radiations, donc c'est les premières lumières, parce que quand il grandit, il émet de l'énergie, et donc toute cette énergie-là, elle fait de la lumière, comme ce qu'on vous a expliqué, et tout ça a créé une première image de l'univers. Et c'est pour ça qu'on parle de fond diffus cosmologique. Donc c'était un peu le concept sur lequel ils étaient partis. Donc c'est le fond diffus cosmologique. Et ils avaient besoin un peu ces chercheurs-là avaient besoin de concrétiser ça, d'avoir des instruments de mesure assez puissants. Et comme par hasard, encore une fois, sur le même moment, ces chercheurs-là avaient eu écho par un ami en commun à eux qui travaillait dans l'université, situé en plus à 60 km de l'endroit de Bell, c'est ça. Et comme par hasard, ils avaient eu écho de la découverte de Penzias et Wilson. Et là, ils se sont dit, on fait un truc. Mais c'était sûr en fait. Ouais. Et voilà. C'est le fond diffus. C'est ça, c'est le fond diffus cosmologique et c'est un peu l'histoire de l'univers. Ouais. Donc là, je pense qu'on a une petite carte qui retrace un peu le fond diffus cosmologique. Ouais. Et ça me donne une idée en fait de quel point des radiations sont émises constamment dans l'univers. C'est des choses totalement. Mais rien que voir ça, c'est de se dire, c'est le premier bruit, c'est la première image de l'univers. C'est fou, c'est incroyable de penser à ça. Et les points rouges et les points bleus, c'est plus en termes de. Non, je crois que c'est en fonction du temps. Ok, d'accord, je sais plus. Mais bref, c'est pour ça que c'est assez compliqué à voir, mais n'hésitez pas à regarder encore plus de votre propre gré, de dire mais qu'est-ce que c'est le fond diffus cosmologique. Et voilà. Donc je pense que pour plus ou moins finir notre vidéo, on vous propose de juste voir des petites images sympas. Des images sympathiques de l'univers, donc notamment les images capturées par le fameux télescope Hubble. Donc qui d'ailleurs je pense elle va être changée dans pas longtemps. Ou alors vous lancez un deuxième dans pas longtemps. C'est ça, je crois que c'est la création de l'homme qui est le plus loin, qui est le plus éloigné de la Terre, je crois. Si je fais pas d'accord, c'est hyper intéressant, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, est-ce que tu savais que le télescope Hubble était envoyé avec un défaut sur la lentille? Ouais. En fait, ils ont fabriqué le plus gros télescope de l'histoire de l'humanité. Ils l'ont envoyé dans l'espace. Après, ils se sont dit, attends, mais les photos qu'ils nous renvoient sont floues, gros. Du coup, je crois que j'avais entendu mais c'est incroyable. Du coup, ils ont dû renvoyer des astronautes pour changer la lentille, la réparer, etc. En plein vide. Tu vois, c'est impressionnant. Et ça montre juste en fait que c'est peut-être des grands scientifiques malades mentaux super forts, etc. Mais tout le monde fait des erreurs, tu vois. Ça arrive. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est problématique d'avoir investi des milliards de dollars dans une création, dans une invention, de l'envoyer dans l'espace et que ça nous redonne des photos floues, tu vois. Ouais, mais je pense que ouais. Et pour un peu de contexte, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Hubble aussi? En fait, Hubble c'est un télescope, donc c'est un télescope spatial, donc c'est quelque chose d'énorme en termes de taille. C'est des lentilles, il me semble, de plus de 1 mètre, 2 mètres de rayon. C'est énorme. C'est n'importe quoi et c'est des choses fabriquées avec une précision, mais au
micromètre près, tu vois, c'est des trucs, ça. c'est des inventions, enfin c'est vraiment le, comment dire, c'est vraiment le top du top en termes d'invention c'est la humaine, pointe enfin, de c'est la la pointe de la technologie humaine. technologie. Enfin à l'époque, du coup maintenant on commence à avancer, etc., on commence à faire des inventions, mais enfin, pour se dire, cette création-là est capable quand même de prendre des photos d'astres Ouais. qui se trouvent à 7000 années-lumière de nous. C'est des distances énormes et c'est avec une précision mais totalement hallucinante. Notamment là, on vous propose de voir juste les piliers de la création, c'est une des plus grandes nébuleuses connues. Ça, c'est l'une des photos les plus connues prises par Hubble. Voilà. Parce qu'ils appellent ça le pilier de la création, mais parce que c'est quelque chose d'assez. C'est fantastique quoi, Ça, c'est très très beau à regarder. Si vous regardez, c'est une espèce de nébuleuse à 3 piliers. à 3 piliers, et enfin, même comment l'image elle est traitée, etc. Enfin, ça nous montre à quel point genre l'homme est prêt à tout pour savoir ce qui l'entoure. Mais oui, c'est ça. Et ça, surtout, c'est incroyable. Et ça me rappelle aussi le fait que tout est éphémère dans le monde parce que Nicolas Flagey, il me semble, enfin je sais pas comment on prononce, mais postulait qu'en fait qu'elle n'existe en réalité sans doute que depuis au moins 6000 années-lumière, tu vois, c'est... Non, c'est 1000 ans. 6000 ans, pardon, et qu'elle a été détruite par une supernova, tu vois, donc c'est peut-être l'une des dernières images qu'on aura de cette nébuleuse. C'est ça, genre ce que vous voyez là, enfin, ça n'existe pas parce que la nébuleuse c'est quand c'est les étoiles qui meurent, si je me trompe pas, et on voit juste quelque chose qui est magique. C'est ça qui est magique, on voit juste l'explosion de quelque chose et c'est dur à capturer les nébuleuses. Et il faut aussi se dire que c'est extrêmement grand, enfin, faut avoir vraiment un énorme recul. Voilà, on dirait quoi, on va se dire ouais, c'est une montagne, c'est un bâtiment 3 étages. Donc... Ça fait genre t'inquiète la tour, d'accord. Montparnasse mec, mais du coup non, enfin c'est des choses qui sont totalement énormes et c'est pas la seule beauté qu'il y a dans l'univers. Enfin, l'univers qui nous entoure présente tellement de beauté en termes d'astrologie, on pourrait regarder, on pourrait observer l'espace pendant des heures et des heures et je crois que on n'en sera jamais lassé. Je vous invite, on vous invite clairement à aller regarder des photos de l'univers. Et même, franchement, une autre chose que je vous invite à faire, c'est que vous regardez des photos de l'univers, c'est beau, mais franchement, regarder l'univers à travers un télescope, c'est vraiment autre chose. Enfin, c'est une expérience totalement différente. T'as l'impression de vraiment être transcendé et de voir autre chose, tu vois. Et surtout que ça va être trop bizarre parce que ce qu'on voit en fait, c'était ce qu'il y avait, mais dans le passé. Dans le passé, c'est vraiment hallucinant. C'est comme si on voyageait à travers le temps en regardant dans des télescopes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment fou de pouvoir vivre ça de nos jours. Il faut vraiment en profiter. Et du coup, je pense que pour un petit mot de la fin, un petit mot de la fin. Je te laisse commencer. Tout être vivant est guidé par la lumière d'une façon ou d'une autre, que ce soit les plantes qui poussent vers le soleil pour optimiser leur croissance, notre besoin constant en vitamine D afin d'exister et qui sont donnés par le soleil. Et il faut aussi savoir que, donc, comme on l'a dit, la lumière est donc le premier mot de l'univers, elle est à l'origine de toute chose et sa vitesse c'est la limite. Ça représente une réelle barrière infranchissable par n'importe quelle chose présente dans l'univers. Et je pense que c'est une belle image pour se dire que c'est en fait à nous de trouver une source inarrêtable à l'origine de notre motivation, tu vois. C'est à nous de trouver la lumière qui va guider notre vie. C'est ça. Et même le fait de savoir que faut poser ses limites et se donner sa propre source de motivation pour avancer. Et même dans ce qu'on disait, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur de penser des choses, de vouloir penser autre chose. Mais on a quand même besoin d'une certaine base, d'un certain socle pour construire tout ça. On n'est pas en train de dire de rejeter ce que les gens savent, mais ça. plus de prendre ce que les gens savent pour penser à notre manière. C'est ça, c'est voir des façons alternatives. Et construire son propre mode de pensée. On vous encourage clairement et on vous souhaite que des bonnes choses pour vos études, etc. C'est une chance énorme de pouvoir étudier de nos jours et de pouvoir avoir accès à Internet, de savoir énormément de choses. C'est ça, ou même utiliser Internet pour vous sourcer, pour vous documenter. Les vidéos sont infini presque. Oui, on n'aura jamais le temps de voir toutes les vidéos sur Internet. Il y a des millions et des millions d'heures de vidéos sur Internet et tout aussi intéressantes que les autres et il ne faut pas hésiter à exploiter tout ce qu'on nous donne et la chance qu'on a et d'essayer de justement nous créer notre petite bibliothèque mentale avec plein d'informations et des choses intéressantes à savoir sur le monde et sur nous-mêmes, tu vois. Mais en tout cas, on est vraiment content d'avoir fait ce format-là pour aujourd'hui. Parce que même pour nous, c'était une manière de tester quelque chose de nouveau. C'est ça, c'était pas pour quelque chose de nouveau aussi parce qu'on était un peu contraint par le temps. C'est ça. Mais dans tous les cas, on a plus voulu profiter de la liberté que nous donnait ce format-là pour parler un peu de tout, alors que dans les autres vidéos, on était beaucoup plus limité par le temps de parole, par le format en disant on veut 14 minutes, etc. Et alors que là, on est beaucoup plus free de parler vraiment de ce qu'on veut. Même si on pouvait encore déborder encore plus, on a préféré vraiment choisir les anecdotes. Même il y a des fois où on s'est dit
Enfin, tiens, j'ai pensé à ça, je te le Oui, dis. voilà, genre, c'est ça. Enfin, c'est vraiment ça hyper arrive. intéressant. C'est pas des Ouais. choses qu'on a prévues à l'avance ou quoi, c'est des choses qu'on Clairement. a comme ça au fil de la discussion. Et... C'est pour ça qu'on aurait clairement aimé vous voir en vrai Mais oui, et voilà, en enfin, je pense discuter. que ces discussions-là, on aurait pu les avoir avec vous et Ouais. même vous, vous aurez tellement de choses à nous apporter. Et Mais oui, c'est ça qui est trop dommage. c'est trop dommage, mais en même temps, c'est bien parce on a quand même eu l'occasion de vous partager ce qu'on sait, de ce qu'on a pu faire. Mais bon, Ouais, on aurait bien voulu vous voir en vrai et je pense qu'on va se quitter sur ce petit mot. sur ce petit mot. Yes. Merci beaucoup. Bah, merci de nous avoir regardés. Si vous avez nous avoir suivi toute la écoutés. vidéo, si vous êtes arrivé là, Bravo à toi. vous, c'est pas facile. C'était long en vrai. Et ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous avait vraiment fait plaisir tout au long de ce semestre. Et Et voilà, ouais, voilà. au revoir.